Bonjour à tous, une nouvelle fois. Aujourd'hui, on va parler de microscopie super résolution, un atelier de microscopie présenté par le Centre d'innovation biomédicale. L'équipe derrière le projet, c'est Aurélie Cléré-Buot, responsable de la plateforme du CRCHUM, Emmanuel Bajon, André Lévesque et moi-même du Centre d'innovation biomédicale. Différentes méthodes en microscopie pour différentes applications. C'est une technique flexible qui peut s'adapter aux besoins avec chaque méthode ayant des avantages et des inconvénients. On avait vu la semaine dernière la microscopie plein champ en lumière transmise et en fluorescence, la microscopie confocale à balayage, la microscopie confocale à disque rotatif, et aujourd'hui, nous allons voir la microscopie super résolution, ainsi que des techniques spécialisées. Petit retour en arrière, rappel sur la fluorescence en microscopie plein champ. C'est une technique qui permet d'augmenter la dimensionnalité des images en ayant plusieurs couleurs qui viennent s'ajouter sur l'image présente. C'est une technique facile, versatile, qui offre un très bon contraste et qui a une phototoxicité qui peut être adaptable en fonction des besoins. La résolution axiale est cependant limitée avec un flou hors focus. Et il est possible de faire du multicouleur de façon séquentielle, mais il faut plusieurs caméras si on veut faire du multicouleur simultané. Et encore les problèmes de photoblanchiment et de phototoxicité qui sont importants à prendre en compte quand on fait de la microscopie avec de la fluorescence. On a parlé ensuite du confocal à balayage où un point va venir dans l'échantillon, scanner l'échantillon en X, Y et en Z. Ça permet d'obtenir une très bonne résolution d'environ 200 nanomètres en X, Y et d'environ 500 nanomètres en Z. La microscopie confocale, c'est une technique incontournable en recherche biomédicale et elle a de nombreux avantages, la qualité des images, champ de vue adaptable, on peut faire du multicouleur simultané, la résolution est adaptable également, et elle peut imager un peu des échantillons qui sont plus épais qu'en lumière transmise, parce qu'on enlève tout ce qui est flou en dehors du plan focal. Ça nous permet de faire de la reconstruction 3D, et puis la semaine dernière, on avait vu ça avec des grains de pollen. Il y a des limitations. L'acquisition est plutôt lente, même si les équipements les plus récents permettent d'accélérer cette acquisition. Il y a un photoblanchiment et une phototoxicité importante, donc c'est peu compatible avec le vivant, même si les derniers instruments peuvent être adaptés au vivant. Il faut faire toujours attention à la phototoxicité. Et puis l'instrument est plus complexe à utiliser, il y a plus de paramètres et le focus peut être difficile à faire. On avait vu aussi la microscopie à disque rotatif, la microscopie confocale à disque rotatif qui palliait au problème de lenteur de la microscopie point scanning et qui était tout à fait adaptée aux échantillons vivants qui fonctionnaient en fluorescence et en lumière transmise et qui permettait en fait d'imager en temps réel le vivant, qui était aussi tout à fait adapté pour les imageries longue durée, pour des time-lapse de 24 ou 48 heures. Cette technique offre de différents avantages comme le photoblanchiment très limité, la rapidité et la sensibilité, ainsi que la bonne résolution axiale. Les limitations étaient la résolution latérale qui n'était pas augmentée par rapport à la microscopie confocale point scanning, et pareil, le multicouleur simultané qui était possible en ayant plusieurs caméras. Et le même problème, tous les microscopes confocaux ont un focus qui peut être un peu subtil euh, à faire. Donc voilà pour le retour en arrière de la semaine dernière. Cette semaine, on parle de super résolution, notamment de différentes techniques de microscopie super résolution. Elles ont été, en fait, le PALM, le STORM et le STED ont été développés en parallèle par trois personnes, Eric Bedlig, William Warner et Stefan Hell. Et ils ont obtenu récemment, en 2014, le prix Nobel pour leur découverte et la technique qui est associée. Donc on va regarder un peu ces techniques. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler de la première séance où j'avais parlé d'un microscope. Un microscope, c'est pas un système parfait. Et la représentation d'un point est une tâche. Et la transformation de ce point en tâche s'appelle le point spread function. Même si on utilise un point qui est 10 fois plus petit que le point que vous voyez actuellement, l'image de la tâche sera toujours la même. Et pourquoi? Parce que quand la lumière traverse une petite ouverture circulaire, comme le cas d'un microscope, elle va donner des disques d'interférence appelés aussi disques d'Airy.
Et le diamètre de ce disque d'Airy dépend de la longueur d'onde et de l'ouverture numérique du système optique. Donc, on obtient des cercles concentriques autour d'un point focal principal. Et c'est un peu similaire aux ondes qu'on obtient quand on jette une pierre dans un lac. Le disque d'Airy, c'est ça qui limite la résolution en microscopie. Quand on a des disques qui sont suffisamment distants les uns des autres, comme ici, on arrive à définir chaque point, on dit qu'ils sont résolus. Quand ces deux points se rapprochent lentement, on va avoir des disques qui sont à la limite de résolution. Puis une fois qu'ils sont confondus, en fait, qu'ils sont suffisamment proches, on ne peut plus les discriminer, on dit qu'ils sont non résolus. C'est vraiment la taille du disque d'Airy qui définit la résolution possible en microscopie. Et ça a été mis en équation par Ernest Abbe et puis par le critère de Rayleigh qui définit la résolution comme ceci. La distance minimale entre deux points qui peuvent être résolus est égale à 0,61 multiplié par la longueur d'onde utilisée et par l'ouverture numérique de l'objectif. Grosso modo, ce qu'il a défini, c'était cette distance est égale à 0,61 pour que le pic du deuxième point coïncide avec la vallée du premier point. Donc on voit ici dans cette équation que la résolution dépend uniquement de la longueur d'onde et de l'ouverture numérique. Et pour Et pour démontrer cela, hier, je suis allé au microscope et j'ai pris ce grain de pollen à avec la même longueur d'onde, VFP, donc aux alentours de 500, et avec différents objectifs, donc 10x, 20x, 40x, 63x. Et vous voyez qu'ici, ce qui est important, c'est l'ouverture numérique. Si l'ouverture numérique de l'objectif ici est égale à 0,3, on va avoir une image qui est peu définie. Avec le 20x 0,8, on voit un peu plus les détails. Avec le 63X 1.4, on voit carrément très bien les détails. Ici, on a un objectif 40X dont l'ouverture numérique est un peu plus faible que celle du 20X. Et on voit qu'on obtient, même si on est à 40X, on obtient un niveau de détail similaire. Donc vraiment, l'équation de la résolution dépend de la longueur d'onde utilisée et surtout de l'ouverture numérique, pas du grossissement de l'objectif. Pour revenir maintenant à la microscopie super résolution, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les techniques d'imagerie permettant de dépasser la limite de diffraction, comme définie par l'équation du critère de Rayleigh. Donc en microscopie, on utilise souvent des longueurs d'onde autour de 500 nanomètres et l'ouverture numérique des objectifs est limitée à environ 1.4, 1.45 maintenant. Et ça nous donne en fait une résolution d'environ 200 nanomètres. Tout ce qui est en dessous de 200 nanomètres sera considéré comme, en tout cas pour moi, comme de la microscopie super résolution. La première technique qu'on va avoir, ça s'appelle la super résolution par localisation. Il y a le PALM pour Photo Activated Localization Microscopy et le STORM pour Stochastic Optical Localization, Optical Reconstruction Microscopy. Et le principe est similaire dans les deux cas. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'au lieu d'imager tous les fluorophores à la fois, on va essayer d'imager une fraction de fluorophore. Et on veut que ces fluorophores qui fluorescent soient distants de plus de 250 nanomètres. Si c'est le cas, alors on est capable de voir l'entièreté du disque de Airy et on est capable de recentrer, de localiser le fluorophore au centre de ce disque d'Airy. Et si on fait ça de façon répétée, on va avoir plusieurs points sur l'image qui vont se répéter et ça va nous permettre d'avoir une image en meilleure résolution parce qu'on aura un point à la place du Airy disc. Les avantages de cette technique sont nombreux. Ça donne une résolution d'environ de 50 nanomètres en XY et de 30 nanomètres sur le plan vertical. Quand est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise quand un supplément de résolution est requis. Par exemple, quand on a besoin de voir des choses qui sont plus petites que 200 nanomètres. Le photoblanchiment est aussi limité, et puis l'instrument pour faire ce genre de technique, c'est assez simple. Dans le cas du Photo Activated Localization Microscopy, du PALM, on va utiliser des fluorophores qui sont photoactivables. Donc, on va utiliser un laser pour allumer certains fluorophores de façon très limitée, en très faible quantité, puis on va les imager. Puis, ils vont retourner dans leur état sombre, puis on va les réimager une deuxième fois et on va continuer ce cycle
nombreuses fois. Les limitations, cependant, c'est que c'est très lent. On doit faire de nombreuses acquisitions pour regarder quelques fluorophores à la fois, puis ensuite reconstruire l'image en super résolution. Ça nécessite aussi des fluorophores spécifiques. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel marquage pour faire du palm ou du storm. Il y a aussi un traitement post-acquisition. On doit localiser dans chaque image le centre du Airy Disk observé. Et donc, ça, c'est un traitement qui est requis lors de l'utilisation du Palm ou du Storm. Et pour ces raisons, en fait, c'est pas forcément adapté au vivant parce qu'on ne peut pas imager des processus dynamiques. Donc, c'est compatible avec le vivant. Ça, on pourrait le faire dans des cellules vivantes. Mais par contre, c'est tellement lent que c'est en pratique pas forcément utile. Je vais passer maintenant à la deuxième technique ou la troisième technique qui s'appelle le STED pour Stimulated Emission Depletion Microscopy, une technique très intéressante développée par Stefan Hell et qui utilise en fait un beam d'excitation, un laser d'excitation qui va être un point, puis un autre laser, un laser de déplétion qui va avoir la forme d'un anneau et au centre de l'anneau, il n'y aura pas de laser. Donc on va exciter les fluorophores avec ce laser, mais on va les éteindre avec un deuxième laser qui arrivera dans le temps un petit peu plus tard que le laser d'excitation et qui aura surtout cette forme d'anneau, laissant en son centre un petit point qui est beaucoup plus petit que le point d'excitation normal. Pour le visualiser, ici, on a le laser d'excitation. Ici, on a le laser de déplétion et la combinaison des deux donne en fait un petit point d'excitation qui est beaucoup plus petit que le point d'excitation normal. Cette technique-là, le STED, c'est considéré comme la vraie technologie optique de super résolution parce qu'on diminue le PSF d'excitation et du coup, on améliore la résolution. Euh, Ça fonctionne un peu comme un confocal à balayage, dans le sens où on va utiliser cette combinaison de rayons laser pour scanner point par point l'entièreté de l'échantillon. Euh, Moi, je le considère comme un microscope confocal où en fait le pinhole, l'ouverture est définie par en fait cet anneau de lumière. Les avantages de cette technique, c'est forcément la résolution. On obtient, comme ici dans ces images, une résolution. Ici, on a un microscope confocal traditionnel et on a le même échantillon avec le même microscope, mais en mode TED. Ici sur la droite, on voit que la surface membrane est beaucoup mieux définie. Donc, on obtient vraiment une très haute résolution. Et puis, c'est relativement rapide dans le sens où on n'a pas besoin d'imager plusieurs fois l'image. On scanne comme un confocal régulier et on a une image en super résolution. Les inconvénients sont que l'instrument est complexe. Ça prend deux lasers qui traversent dans la même fibre et qui vont stimuler l'échantillon. C'est un appareil qui coûte cher et qui est très demandé. Il y a un photoblanchiment et une phototoxicité importante parce on va venir avec deux lasers simultanément scanner l'échantillon. Et donc, pour ces raisons-là, c'est pas tout à fait adapté au vivant. Une petite démonstration ou une petite galerie sur une image qui est prise au confocal ici et la même cellule prise au STED. On voit des filaments d'actine sur la cellule et on arrive à observer des choses qui n'étaient pas observables précédemment en mode confocal. La technique suivante en super résolution s'appelle le SIM pour Structured Illumination Microscopy. C'est une technique qui utilise un éclairage structuré pour améliorer la résolution des images. Grosso modo, on va utiliser une sorte de grille qui va venir devant le laser d'excitation. Puis on va déplacer cette grille et on va la tourner, on va faire des rotations, puis on va la déplacer latéralement pour créer ce pattern, ce moiré, cette structure d'illumination en moiré. Et ce moiré va permettre en fait l'illumination spécifique de petites régions de l'image et on va pouvoir, avec cette combinaison d'images, retrouver des fréquences qui n'étaient pas, euh, qu'on ne pouvait pas acquérir en microscopie wide field. Ces hautes fréquences, en fait, vont être récupérées, puis après analysées pour recréer
une image en super résolution. Donc les motifs d'éclairage est différents et puis ils sont combinés pour obtenir la super résolution. C'est vraiment les fréquences spatiales supplémentaires dans l'image qui vont permettre d'obtenir une information supplémentaire qui va définir la haute résolution. Euh, les images sont, en fait, on utilise une quinzaine d'images, donc trois rotations et cinq mouvements dans chaque rotation euh, pour faire l'acquisition. Et puis un algorithme va venir derrière pour reconstruire l'image en super résolution avec cette technique. Donc, s'il y a suffisamment de gens qui sont motivés aujourd'hui, je pourrais faire une démonstration après la deuxième séance pour vous montrer un microscope super résolution, comment ça fonctionne et mettre des échantillons dessus. Les avantages de cette technique, n'hésitez pas dans le chat à me faire part de votre volonté ou pas de faire une démonstration sur ce système aujourd'hui. Euh, la- Quand est-ce qu'on utilise la microscopie super résolution SIM? Quand on a besoin d'une meilleure résolution et quand le temps d'acquisition n'est pas forcément un problème. En effet, je vous ai indiqué qu'il était nécessaire de faire 15 acquisitions pour avoir une image en super résolution. Donc, forcément, il y a un temps de latence qui est supérieur. On est sur du plein champ, donc c'est un microscope qui est pas super compliqué dans le sens détection, mais on est sur une illumination structurée, donc le microscope possède à l'arrière l'arrivée des lasers et des composants qui vont venir structurer la lumière pour stimuler l'échantillon. On obtient une bonne résolution sur le plan horizontal d'environ 100 nanomètres, donc on améliore d'un facteur 2 la résolution optique d'un confocal et d'environ 300 nanomètres en Z. C'est assez facile d'utilisation et puis ça utilise des marquages conventionnels, donc tous les fluorophores que vous pouvez connaître. Les limitations, il y en a plusieurs. C'est relativement lent. Il faut faire une quinzaine d'acquisitions pour une image. Et si on multiplie ça, si on ajoute aussi le temps de traitement post-acquisition, on arrive sur des temps d'acquisition assez longs. Il y a un photoblanchiment important. En fait, la luminescence structurée nécessite un bon rapport signal sur bruit. Donc, on va augmenter le laser pour avoir un bon signal. Et ça va induire du photoblanchiment. Ça fait que le SIM n'est pas forcément très adapté au vivant, mais il est compatible avec le vivant. Euh, il est possible de faire du multicouleur, mais c'est séquentiel ou alors il faut plusieurs caméras pour en faire l'acquisition. Et puis, il y a des artefacts. Et ça, je vais vous le montrer tantôt j'ai eu quelques exemples d'images que j'ai prises hier au microscope super résolution. Donc, il y a des artefacts, et notamment des artefacts en motif de nid d'abeille. Voilà, une question de Kevin qui demande s'il est nécessaire d'illuminer avec un laser. Oui, parce en fait, on cherche une lumière cohérente, on cherche une illumination assez forte, et c'est pas possible d'obtenir des illuminations sans laser pour cette technique-là. Donc, on a des lasers assez puissants qui sont connectés en fait à l'élimination structurée. Une bonne partie va être rejetée par la structure du microscope. Donc, une partie de la lumière qu'on utilise des lasers, qui donne environ 100 milliwatts, va être rejetée par les grilles. Et donc, ça prend des lasers qui sont suffisamment forts. Je Euh, pense qu'il y a un intérêt pour une démo par dessus. il y a plus de 35 personnes qui ont un intérêt dans le chat pour une démo, j'en ferai une. Des exemples de ce qu'on peut obtenir. Ici, une cellule où on voit le noyau en bleu, les mitochondries en rouge et le cytosquelette en vert. On obtient des images en fait à vraiment haute résolution où on peut distinguer les mitochondries individuellement. Cette image, c'est une ancienne image de démo que j'avais prise, mais hier, je suis allé au microscope et j'ai pris des images d'un grain de pollen, le même que ce qu'on avait pris en- sur le microscope confocal. Donc, à gauche, une image en plein champ, donc un microscope régulier. À droite, une image en super résolution SIM. Donc, on voit vraiment les différences. Ici, en fait, le fond est flou. Il y a beaucoup de lumière hors focus qui apparaît. Et tellement qu'on arrive à perdre la luminosité en fait, des pics. Euh, euh,
des pics. Et ici, donc en super résolution, on voit individuellement les pics, on voit la surface de chaque pic de ce grain de pollen. J'ai pris aussi des petites vidéos, je ne sais pas si ça va fonctionner. On va voir ça. Donc voilà, ça, c'est la vidéo d'un stack vertical au travers de l'échantillon. Ici, on voit donc beaucoup de lumière en white field, on voit beaucoup de lumière hors focus. On arrive à distinguer les pics sur les plans individuels, mais on voit pas vraiment la structure à l'intérieur de, de ce grain de pollen. À l'inverse, oups, à l'inverse, si je mets la microscopie super résolution, on voit les détails à l'intérieur du grain de pollen, on voit très bien les pics à l'extérieur qui sont très bien définis. On voit par contre qu'il y a du bruit autour de l'image qui a été rajouté, puis on voit ces artefacts en nid d'abeille typiques de ce qu'on obtient en microscopie super résolution. Donc oui, on améliore la résolution. Ça a un coût au niveau imagerie, ça prend du temps. Ici, c'est environ 300 images pour faire ce Z-stack, 300 images fois 15 pour chaque plan. En fait, il y a 15 images. Donc, et ça coûte en énergie, en temps et en puissance de calcul. Encore un autre exemple ici, avec un autre grain de pollen. C'est un stack beaucoup plus petit. On voit à peine la différence ici en lumière plein champ. Et ici, on voit le grain de pollen avec les détails à l'intérieur de ce grain de pollen qui sont bien définis. Voilà pour la galerie en microscopie super résolution. Si j'avais eu d'autres microscopes super résolution ou pour faire du Palm, du Storm ou du STED, j'aurais pris des images. N'hésitez pas à nous envoyer des dons pour qu'on puisse acheter un STED un jour. J'ai deux questions, Oui, si tu veux bien. Est-ce que je peux allumer mon micro sans que ça... Est-ce que vous m'entendez sans que ça fasse interférence? Donc, j'ai deux questions. Ça fait un peu interférence. J'ai tout d'abord Ibrahima qui demande est-ce que le laser ne va pas augmenter la phototoxicité? on va le mettre sur mon micro, c'est bien. Ouais. Ah oui, ouais, donc, première question, est-ce que le laser ne va pas augmenter la phototoxicité? Oui, en sim, on éclaire beaucoup, donc c'est phototoxique. Ça marche très bien sur des échantillons fixés, un peu moins bien sur du vivant. Donc, c'est un très bon point, une très bonne question et c'est tout à fait vrai. Et du coup, deuxième question de Giada qui est un petit peu liée, est-ce qu'on peut faire de la super résolution sur du vivant ou c'est surtout sur du fixé? Oui, on peut faire sur du vivant avec les limitations que j'ai indiquées tout à l'heure. En microscopie Palm ou Storm, en localisation, on prend de nombreuses images. Donc, si on écarte dans le temps en fait l'imagerie, si on regarde des processus qui sont trop dynamiques, on va pas pouvoir on aura des images floues. Donc, on ne pourra pas faire de la super résolution là-dessus. En STED, c'est plus compatible, sauf qu'il y a une phototoxicité. Donc, si on est là pour faire une image sur du vivant ou quelques images sur du vivant, ça fonctionne. Si on est là pour faire 15 images par seconde sur du vivant, ça devient beaucoup plus compliqué à cause de la phototoxicité. Le SIM fonctionne bien aussi. Euh, il fonctionne avec le vivant. Si encore on n'en demande pas trop, si on ne veut pas faire un énorme Z-stack qui prend une demi-heure, parce qu'en une demi-heure, la cellule va bouger, va avoir un comportement. Donc, si ces limitations sont prises en compte, alors oui, c'est compatible avec le vivant. Bon, dernière question de Daniel qui demande, qui dit le système SIM est équipé sur vidéo microscope classique, pas de spécificité technique spéciale. Pour tout ce qui est détection, c'est vraiment un microscope plein champ régulier. On a un microscope, une caméra, et on prend toute la lumière qui vient sur la caméra. Pour la partie stimulation, donc la lumière qui rentre dans le microscope, on va avoir un gros module qui va modifier, structurer la lumière. Donc les lasers vont être structurés par une grosse boîte qui se situe à l'arrière euh, de... Je vais essayer de le montrer ici. On a cette grosse boîte ici à l'arrière du microscope. Et c'est cette grosse boîte qui va structurer la lumière. Mais sinon, la partie détection, c'est vraiment un microscope régulier.
Et enfin, Claire qui demande, utilise-t-on des anticorps en microscopie super résolution? Oui, on SIM, tous les anticorps peuvent être utilisés. Donc, Euh, on peut aussi utiliser avec des protéines fluorescentes. Protéines fluorescentes, anticorps, anticorps secondaires. Ça reste les anticorps des choses assez petites, donc on reste, on dévie pas de la résolution euh, initiale. Donc oui, c'est compatible. Pour le Palm, le Storm, ça dépend des fluorophores utilisés. Mais souvent, c'est des protéines photoactivables pour le Palm. Et pour le Storm, ils utilisent aussi des milieux. En fait, la cellule va baigner dans un milieu qui est réducteur. Et ça va permettre au fluorophore de clignoter de manière stochastique et qui va être capté par l'appareil. Donc oui, la réponse rapide à la question. Merci. Méthode suivante de super résolution qui s'appelle le TIRF pour Total Internal Reflection Fluorescence. C'est une technique de microscopie qui permet d'observer des événements qui sont situés à la proximité de la lamelle. Donc, on compare à un microscope épifluorescent. La lumière va venir ici exciter l'entièreté de l'échantillon. En microscopie TIRF, en fait, on va donner un angle critique au laser qui va être réfléchi totalement par la lamelle. Cette réflexion, donc le laser retourne d'où il vient, grosso modo, mais il va émettre sur le chemin des ondes évanescentes. Ces ondes évanescentes vont stimuler les fluorophores qui sont présents à la surface de la lamelle. Ça se visualise comme ça. Donc, si on a une cellule, par exemple, qui est ici, la microscopie plein champ va avoir pour effet de stimuler l'ensemble des fluorophores qui sont dans le champ de vision. En microscopie TURF, on va arriver et on va sélectionner uniquement ceux qui sont environ 100 à 200 nanomètres de la lamelle. Donc, on va vraiment pouvoir stimuler les fluorophores qui sont à la surface de cette lamelle. Et ça, c'est très spécifique. Ça permet de ne pas photoblanchir l'ensemble des fluorophores. Puis, ça permet d'augmenter la résolution, surtout selon l'axe vertical, où on sait qu'on va exciter jusque dans les 100 premiers nanomètres. La microscopie TURF, elle est compatible avec ce même microscope qui est capable de faire du SIM. En fait, au lieu de structurer l'illumination, on va enlever la grille de structure et on va donner un angle au laser qui va venir stimuler l'échantillon. Puis après, on va faire l'acquisition en mode plein champ, comme on le ferait normalement sur un microscope régulier. Le turf est utilisé pour les échantillons fixés, mais surtout pour les échantillons vivants qu'on peut regarder au niveau du marquage membranaire. Aussi, il est très utile pour les bactéries qui sont très petites en taille et donc qui vont être collées à la lamelle et qu'on va pouvoir observer. Les avantages sont vraiment nombreux pour le turf. C'est très rapide, c'est aussi rapide qu'un microscope plein champ régulier. C'est adapté au vivant, il y a très peu de photoblanchiment et c'est facile d'utilisation. Il suffit de mettre un angle sur le laser et on va avoir notre stimulation en réflexion totale interne. C'est compatible avec tous les marquages conventionnels. Surtout, ça offre un excellent signal bruit, on le verra dans la slide suivante. La résolution est d'environ 230 nanomètres sur le plan horizontal et de 100 nanomètres sur le plan vertical. Les limitations sont que ça améliore uniquement la résolution en Z et ça améliore aussi le signal sur bruit, mais la résolution en XY n'est pas augmentée. La profondeur de champ aussi est limitée aux 100 premiers nanomètres. On ne peut pas regarder une cellule, on ne peut pas faire un Z-stack et rentrer dans le tissu parce que la technique est limitée vraiment à la surface des molécules. Donc, ça donne une technique de choix pour regarder tout ce qui est membranaire. Un exemple de microscopie, ici en épifluorescence, on voit des cellules avec un marquage membranaire, puis on voit tout le flou, toute la lumière qui est présente hors du plan focal. Dès qu'on passe en mode turf, on va vraiment avoir les fluorophores qui sont à la surface brillants, et puis on va enlever tout le flou qui provient des autres plans focaux. Donc, une technique très, très appréciée ici, qu'on utilise régulièrement en microbiologie, en biochimie. Voilà pour le turf.
Une dernière technique de super résolution qui est récemment sortie et dont on essaye d'avoir un produit ici à l'Université de Montréal, c'est la microscopie super résolution par disque rotatif. Alors, le principe, je vous ai parlé en fait du PSF en détection, mais il y a aussi un PSF en stimulation. Ici, le laser bleu, c'est le laser de stimulation, va passer au travers de l'objectif et va former un point spread function, une gaussienne, en fait, une distribution gaussienne sur l'échantillon. Si on prend l'exemple d'un fluorophore à une distance d de, de ce point, il va émettre de la lumière verte qui va être capturée par l'objectif et va être traverser le pinhole et puis définir un point sur l'image. Seulement, les points qui sont autour de cette distance d euh, euh, et vont également être présents, notamment la distance d sur 2, qui est à peu près le milieu entre le point lumineux et le point de stimulation. Et donc, on voit qu'il y a une sorte de offset, le point de plus grande probabilité de ce fluorophore. C'est pas forcément la distance d, c'est plutôt la distance d sur 2. C'est là où il y a le plus de probabilité en combinant les deux PSF. Et donc, ce petit offset est à prendre en compte. On a en fait une valeur d qui devrait être d sur 2. Et si on met des micro-lentilles en fait, dans un spinning disk du côté de la détection, on va pouvoir corriger ce point en réassignant optiquement le point de plus haute probabilité du point lumineux. En concret, comment ça fonctionne? On a un premier disque qui va focaliser la lumière des lasers au travers des pinholes. Puis ça va exciter l'échantillon. Puis la lumière va être émise et on a d'autres lentilles qui vont focaliser la lumière dans le pinhole, encore une fois, mais la lumière d'émission, et qui va corriger ce petit défaut de microscopie confocale. Et ça va être projeté sur une caméra. Et lorsqu'on fait ça, on obtient de belles images. Ici, un exemple en microscopie plein champ, en microscopie spinning disk et en microscopie spinning disk à super résolution. Donc, on améliore la résolution en réassignant les pixels aux endroits de plus forte probabilité. Ça donne une technique qui est compatible et douce avec les échantillons vivants. On peut faire de l'imagerie en temps réel parce que c'est très rapide. On peut faire aussi des time-lapse parce que c'est très doux. C'est compatible avec le marquage conventionnel et ça a vraiment peu de phototoxicité. L'amélioration de la résolution est autour de 180 nanomètres sur le plan horizontal et autour de 400 nanomètres. Donc, on n'est pas sur des résolutions comme le STED, le PALM et le STORM, qui sont des techniques super résolution qui améliorent bien plus la résolution que ces chiffres-là. Donc, en résumé, la super résolution à disque rotatif combine de nombreux avantages, mais ça ne permet pas d'obtenir la résolution qu'on obtient en, en STED ou en STORM. Une petite démonstration de cette microscopie-là. Donc ici, on a un échantillon de poisson zèbre vu en totalité. Donc on voit un gros Z-stack de ce poisson zèbre avec différentes couleurs de cellules pour différents sous-types cellulaires. Donc on voit des neurones en vert et des corps cellulaires des noyaux en rouge. Un autre exemple de microscopie super résolution à disque rotatif. Ici, on a l'image en microscopie plein champ de cytosquelette d'une cellule. Ici, on a l'image prise avec le disque super résolution. Et ici, on a rajouté de la déconvolution par-dessus. On améliore encore la résolution. Voilà pour la microscopie super résolution à disque rotatif, qui est une technique très prometteuse qui va donner un bon compromis entre résolution, amélioration de la résolution et commodité d'emploi. Donc, on est en attente de cette technologie. Et j'aimerais, par rapport à la dernière séance, la dernière fois que j'ai présenté ce talk, j'ai rajouté cette slide à propos de MinFlux pour Minimal Fluorescent Photon Flux Microscopy. Donc, une technique un peu intéressante parce qu'elle utilise vraiment une approche différente des autres. Un peu similaire au STED où on va utiliser un anneau de lumière
Là, on va utiliser un anneau de lumière pour exciter les molécules. Donc, cet anneau se représente en coupe, comme ça, comme deux petites montagnes, avec un point creux au milieu où il n'y a pas d'excitation. Quand on arrive, on va scanner de façon nanométrique l'échantillon de gauche à droite. Quand il y aura une présence de laser, le fluorophore va être excité. Quand on va passer ce point, il y aura encore de l'excitation qui va être captée par la caméra. Mais quand on est au milieu, on voit qu'il n'y aura plus d'excitation. Et cette absence d'excitation va localiser le point lumineux. Donc en scannant très lentement l'échantillon, et quand on voit que un fluorophore s'éteint, on pourra déterminer que c'est la position du fluorophore. Et ça, c'est une technique très intéressante parce qu'elle utilise un peu l'inverse de la microscopie. On localise quelque chose à partir du moment où on ne le voit plus. Et je trouvais ça intéressant de montrer comment on peut modifier un peu la microscopie habituelle pour essayer de trouver des technologies pour améliorer la résolution. Il faut savoir que la microscopie super résolution, c'est un un sujet assez chaud. Il y a beaucoup de développement et j'ai pris le temps de réunir tous les acronymes qui sont présents sur la page Wikipédia de la microscopie super résolution, donc le NORM, le 4Pi, le RESOLVE, le SIM, le SMI, etc., etc., etc. Donc, les techniques, certaines se ressemblent, certaines sont assez différentes, comme celle que je viens de présenter. Et il y a d'autres techniques, mais bien sûr, pour des raisons de temps, j'ai pas le temps de les aborder aujourd'hui. Et je pense que aussi c'est bon pour vous de voir les techniques principales, celles que vous êtes le plus à même de trouver ou de rencontrer dans votre cursus, et puis de laisser les technologies plus exotiques être décrites au besoin. On va s'arrêter là pour la microscopie super résolution. Si vous avez des questions sur cet atelier, vous pouvez nous contacter à microscopie@cibumontréal.ca. On a notre Instagram aussi, microscopie_Montréal, où on poste des vidéos et des photos de belles microscopies. Et, euh, et également, on a notre channel YouTube Microscopie Montréal sur YouTube, où vous allez retrouver cette séance enregistrée. On va enchaîner tout de suite avec la présentation suivante qui va traiter de techniques spécialisées.